Ma femme et ma belle-mère parlaient souvent dans leur langue maternelle. Alors, je les ai enregistrés, j'ai fait traduire et j'ai découvert une vérité choquante qui a tout changé. Ma femme et ma belle-mère parlent souvent dans leur langue maternelle. Alors j'ai commencé à enregistrer leurs conversations, à les faire traduire, et ce que j'ai découvert m'a complètement retourné. Ma femme et moi, on s'est mariés il y a environ 2 mois. Nous venons de milieux culturels et ethniques différents. Dans sa culture, il est courant de vivre avec ses parents. On avait discuté de vivre chez ses parents après le mariage, mais je n'étais pas très chaud à cette idée. Je suis né et j'ai grandi aux États-Unis. Mes parents sont arrivés ici dans la vingtaine pour poursuivre leur rêve américain. À 19 ans, j'ai quitté la maison familiale et ils ont soutenu ma décision. Je lui ai donc dit que je ne voulais pas vivre avec mes beaux-parents. Elle m'a répondu que c'était une part importante de sa culture. Je lui ai dit que je respectais nos différences culturelles, mais que je ne comprenais pas ce choix. Je tenais à notre intimité et j'ai visité son appartement pour voir à quoi ça ressemblerait. Vivre tous ensemble ne me paraissait pas confortable. À ce moment-là, je pensais que ses parents avaient déjà habité avec elle. Elle m'avait aussi donné cette impression en me disant qu'elle avait grandi ici. Finalement, on est parvenu à un compromis, elle m'a demandé d'essayer la cohabitation pendant quelques mois. Si je n'étais pas à l'aise, on pourrait déménager. J'ai accepté. On a eu une petite cérémonie quand on s'est marié simple mais belle. Je suis allé à son appartement et sa famille m'a accueilli très gentiment. Au début, je n'avais pas l'impression que quelque chose clochait. Elle et sa mère parlaient souvent dans leur langue natale, et ça m'intriguait. Je lui ai demandé de m'apprendre, mais elle a refusé, en disant que ce n'était pas nécessaire. Je lui ai dit que je voulais comprendre leur discussion aussi, mais elle continuait à refuser. Le temps a passé, j'ai pris quelques cours en ligne, mais j'étais encore débutant. Je ne comprenais que quelques mots et expressions. Ma femme et moi travaillions tous les deux. Après environ 1 mois et demi de mariage, ma belle-mère n'arrêtait pas de répéter la même phrase, c'était la seule que je comprenais. Quand je la regardais, elle me souriait d'une façon qui me mettait mal à l'aise. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je lui ai posé des questions, mais elle éludait toujours et me disait qu'elle m'expliquerait plus tard. Au fil des jours, l'attitude de ma belle-mère est devenue de plus en plus distante. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répondait pas franchement. J'étais épuisé par la situation. On n'avait même pas encore passé 3 mois ensemble. Je voulais qu'elle vienne discuter en personne, mais elle trouvait toujours une excuse liée au travail. Un jour, j'ai parlé avec une collègue qui venait du même pays que ma femme, je n'avais jamais vraiment entendu leur langue parlée par quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé si elle pouvait prononcer quelques phrases pour moi, et elle a accepté. Je lui ai aussi demandé si elle pouvait m'aider à traduire certaines conversations et elle a dit oui. Je savais que ce n'était pas très correct d'enregistrer sans prévenir, mais après presque 2 mois à être mis à l'écart, j'étais prêt à tout pour comprendre. Je pensais qu'il se passait quelque chose et je voulais savoir quoi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais quand ma collègue a commencé à traduire les enregistrements que j'avais pris en secret des conversations entre ma femme et sa mère. Chaque phrase me serrait un peu plus le cœur. Ce n'était pas de simple bavardage sur la vie quotidienne ou des projets futurs. C'était beaucoup plus sombre que ça, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Ma femme et ma belle-mère se servaient de moi. J'étais juste un moyen pour atteindre une fin. Apparemment, ma belle-mère croulait sous les dettes, et ma femme, malgré avoir grandi ici, gardait des liens très forts avec son pays d'origine. Elles avaient décidé de chercher une solution et cette solution, c'était moi. Elles avaient besoin de quelqu'un pour soutenir financièrement la famille, couvrir les dettes et assurer un niveau de vie confortable. J'étais la cible parfaite, un Américain naïf, amoureux, prêt à tout pour la femme qu'il aimait. Mais il y avait encore pire. Ma belle-mère avait une maladie coûteuse dont je n'avais pas conscience. Elle nécessitait un traitement onéreux, et ma femme avait orchestré le mariage en partie pour s'assurer que je paierais ses frais. Elle se moquait de moi en privé, riant de ma naïveté. Ma femme disait des choses comme « il est si facile à manipuler, il croit tout ce qu'on lui dit ». Ma belle-mère renchérissait « vous avez bien fait de le choisir. Il est faible mais il a de l'argent ». Je me suis senti trahi d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Tout ce qu'on avait construit, tous les moments partagés, toutes nos promesses, ça me paraissait soudain faux. Je n'étais qu'un pion dans leur jeu. Le pire, c'est que j'étais réellement tombé amoureux d'elle. Je lui avais fait confiance. Je lui avais ouvert mon cœur et ma vie. Et elles ont utilisé tout ça contre moi. Je ne savais pas quoi faire au début, ma première réaction a été une colère pure. Je voulais la confronter tout de suite, la démasquer et lui prouver que je n'étais pas fou. Mais quelque chose en moi m'a retenu.
J'ai compris qu'il fallait que je réfléchisse et que je planifie. Si elle jouait au jeu, j'allais jouer aussi et je jouerais pour gagner. Les jours suivants, j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. J'ai continué à paraître heureux et indifférent. J'ai même feint davantage d'intérêt pour apprendre leur langue, juste pour les déstabiliser un peu. Ma femme semblait surprise mais contente de ce changement d'attitude. Elle n'avait aucune idée que je connaissais la vérité. En parallèle, j'ai commencé à préparer ma revanche. La première étape était de sécuriser ma situation financière. J'avais mis une grosse somme d'argent sur un compte commun avec ma femme, mais après ce que j'avais découvert, je savais que je ne pouvais plus lui faire confiance. Petit à petit, j'ai commencé à transférer l'argent vers mon compte personnel, en inventant des excuses sur des investissements ou des dépenses imprévues. Elle n'a jamais rien soupçonné. Ensuite, j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai enregistré d'autres conversations, pris des photos de documents, et même suivi ma femme discrètement lors de certaines de ses sorties. C'est là que j'ai découvert qu'elle consultait un avocat probablement pour préparer un plan au cas où je découvrirais la vérité, afin de me mettre dans la pire position possible. J'ai aussi appris qu'elle détenait un compte secret où elle gardait l'argent que je lui donnais pour les dépenses du foyer. Avec le temps, j'avais accumulé tout ce dont j'avais besoin. C'était le moment d'agir. Une nuit, après le dîner, je me suis assis avec elle dans le salon. J'étais calme, mais déterminé. Elle semblait détendue, sans la moindre idée de ce qui allait arriver. « Il faut qu'on parle », ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Elle a souri, un peu nerveusement. « Bien sûr, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris mon téléphone et j'ai lancé les enregistrements. Son visage a immédiatement pâli. Elle s'est figée, et j'ai vu la peur lui traverser le regard. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, essayant de garder contenance. « Tu sais exactement ce que c'est ?» ai-je répondu. « Toi et ta mère, vous comptiez me manipuler, pas vrai ?» Je n'ai pas attendu sa réponse. « Je sais tout. Les dettes. La maladie. Le fait que tu m'as épousé pour l'argent. » Elle a tenté de nier, mais je l'ai coupé. « Ne perds pas ton temps à mentir. J'ai les preuves. Les enregistrements, les documents, les photos. Je sais tout sur ton compte secret. Je sais que tu planifiais de me ruiner dès que tu le pourrais. » Elle s'est mise à pleurer, mais je suis resté de marbre. « Tu m'as trahi d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer, » ai-je dit froidement. « Tu as utilisé mon amour et ma confiance contre moi, et maintenant tu vas en assumer les conséquences. » Je lui ai expliqué que j'avais déjà consulté un avocat et que j'étais prêt à porter l'affaire devant la cour. J'avais toutes les preuves nécessaires pour m'assurer qu'elle et sa mère ne toucheraient pas un centime de moi. En plus, j'étais prêt à exposer toute leur mascarade à nos amis communs. Elle pleurait, suppliant mon pardon, répétant qu'elle était désespérée, qu'elle n'avait pas eu le choix. Mais je n'ai pas voulu écouter une seule excuse de plus. J'avais été trompé, humilié, et c'était désormais à moi de reprendre le contrôle. Les jours suivants, j'ai quitté la maison pour m'installer dans un hôtel et j'ai lancé la procédure de divorce. Mon avocat m'a assuré que j'étais bien protégé et m'a aidé à couper tout contact avec elle et sa famille. J'ai également révélé la vérité à nos amis mutuels pour que personne d'autre ne tombe dans leur piège. C'était une période difficile, mais au fond de moi, je savais que j'avais pris la bonne décision. Je m'étais enfin libéré d'une relation toxique et manipulatrice. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je la vois comme une leçon précieuse. J'ai appris à faire confiance à mes instincts et à ne jamais sous-estimer la force que peut avoir la vérité. J'ai compris aussi que, peu importe la profondeur de la trahison, il y a toujours un moyen de se relever et d'avancer. Je me souviens du moment où elle a commencé à faire ses valises, les larmes aux yeux, en essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du dégoût. Chaque larme paraissait calculée, chaque mot sonnait faux. Je voulais qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu, qu'elle comprenne qu'elle n'aurait plus jamais de pouvoir sur moi. « Tu m'as trahi », ai-je dit d'une voix ferme. « Et je ne t'oublierai jamais. » Mais cette fois, c'était mon tour. Ce soir-là, avant qu'on aille se coucher, elle a tenté de se rapprocher de moi, d'agir comme si de rien n'était. Je l'ai stoppée net d'un seul regard. « Ne me touche pas », ai-je murmuré. Elle s'est reculée. On a dormi dans le même lit, mais c'était la dernière fois. Le lendemain matin, sans un mot, j'ai appelé mon avocat et lui ai tout raconté. Il était abasourdi par le niveau de manipulation et m'a expliqué la marche à suivre. J'ai contacté la banque pour bloquer tous les accès qu'elle pouvait encore avoir. Je n'allais pas laisser un seul cent tomber entre ses mains, ni celle de sa mère.
J'ai aussi transféré tous mes avoirs à mon nom, dans un compte protégé. C'était la première étape pour m'assurer que je sortirais de cette histoire sans rien perdre. Pendant ce temps, je continuais à jouer mon rôle. Pendant plusieurs jours, j'ai fait comme si tout allait bien, allant même jusqu'à lui montrer une fausse affection pour qu'elle baisse sa garde. Peu à peu, elle a commencé à croire que je lui pardonnais. Mais en réalité, j'étais en train de peaufiner chaque détail de mon plan. Une semaine plus tard, tout était prêt. Au travail, j'ai pris quelques jours pour gérer des affaires personnelles, le temps de rassembler tous les documents nécessaires pour en finir. J'ai engagé un détective privé pour creuser davantage sur les arnaques qu'elle et sa mère avaient pu monter. Je voulais être sûr qu'aucune zone d'ombre ne subsiste. Et puis, le grand jour est arrivé. Je suis rentré à la maison plus tôt que d'habitude, les papiers en main. Elle était assise sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone. Quand elle m'a vu, elle m'a souri comme si tout allait bien. « Salut, mon amour », a-t-elle dit. Mais le son de ces mots m'a brûlé les oreilles. « On doit parler », ai-je répondu, en posant les papiers sur la table. Elle m'a regardé, confuse, puis j'ai vu la réalisation se peindre sur son visage. Elle a voulu attraper les papiers, mais je les ai retirés. « Ce sont les papiers du divorce », ai-je dit calmement. « Et je te conseille de les signer sans chercher d'excuses, parce qu'il n'y en a aucune. » Elle s'est mise à pleurer, des larmes fausses coulant sur son visage. « S'il te plaît, écoute-moi, je t'aime », a-t-elle supplié. Mais cette fois, il n'y avait plus rien à écouter. Je n'ai fait ça que parce que j'étais désespéré. Ma mère avait besoin d'aide. « Calme-toi », ai-je répondu froidement. « Il n'y a pas d'amour ici. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as utilisé, et maintenant tu vas en payer le prix. » Elle a tenté de discuter, mais j'ai posé mon téléphone sur la table et appuyé sur lecture. Les enregistrements ont défilé, chaque phrase révélant le plan qu'elle et sa mère avaient ourdi. J'ai vu la panique monter en elle quand elle a entendu sa propre voix expliquer à quel point j'étais manipulable et vulnérable. « Tu savais exactement ce que tu faisais », ai-je poursuivi. « Et tu savais aussi que si je découvrais tout, tout s'effondrerait. » Eh bien, nous y sommes. Elle est restée muette un instant, puis a explosé, « Et tu veux que je fasse quoi maintenant ? Partir et laisser ma mère mourir ? Tu te crois mieux que moi. » J'ai ri, amer. Ce n'est pas mon rôle de sauver ta mère, et ce n'est certainement pas mon boulot de vous entretenir toutes les deux pendant que vous vous moquez de moi derrière mon dos. Je me suis levé, j'ai pris les papiers et je les lui ai montrés. J'ai déjà pris toutes les mesures nécessaires. Toi et ta mère, vous ne recevrez rien de moi. J'ai averti la banque, la police et mon avocat. Et tu as jusqu'à la fin de la semaine pour quitter cet appartement. C'est à mon nom maintenant. Elle était sous le choc, et je n'avais pas fini. Et une dernière chose, tous nos proches, tous tes amis savent maintenant qui tu es vraiment. Je m'assurerai que personne d'autre ne tombe dans le même piège que moi. Cette nuit-là, j'ai rassemblé mes affaires et je suis allé dormir à l'hôtel. Je ne voulais pas passer une minute de plus dans cet appartement. Elle a appelé des dizaines de fois, mais je l'ai bloquée. Ma décision était prise. Dans les jours qui ont suivi, j'ai finalisé la procédure de divorce. Mon avocat m'a confirmé que, avec toutes les preuves que j'avais réunies, elle n'avait aucune chance de contester quoi que ce soit. En parallèle, j'ai publié anonymement les enregistrements sur des forums et des réseaux sociaux fréquentés par leurs connaissances. La réaction a été catastrophique pour elle. Ses amis et contacts l'ont progressivement quittée, et les rumeurs ont vite circulé. Au final, elles se sont retrouvées seules, exactement ce qu'elle méritait. Sa mère a dû vendre ce qui restait pour régler une partie des dettes. Mon ex-femme a tout tenté pour reconstruire sa vie, mais le mal était fait. Personne ne leur faisait plus confiance. Quant à moi, j'ai recommencé ma vie. Je suis parti pour une autre ville, j'ai acheté un nouvel appartement, et pour la première fois depuis des mois, j'ai retrouvé la paix. En y repensant, ma plus grande revanche a été de reprendre le contrôle de ma vie et de les laisser sombrer dans le chaos qu'elles avaient créé. Elles ont essayé de me détruire, mais ce sont leurs propres choix qui les ont détruites. Et moi, j'ai avancé, plus fort que jamais.